Mon père m'a expulsé de la maison et a envoyé ce message: nous avons bloqué ton numéro et changé les serrures. Tu ne rentres plus ici. J'ai juste répondu: parfait, mais vous avez oublié un détail. 4 jours plus tard, leur avocate a laissé un message: nous devons parler d'urgence. Je me tenais là, figé, devant la porte de ce qui avait toujours été ma maison. Ma valise à la main. Un silence glacial planait, brisé uniquement par le son de mon propre souffle tremblant. J'ai essayé la serrure. Rien. Elle avait été changée. Mon cœur battait si fort que j'en avais mal à la poitrine. Je sors mon téléphone. Une notification. Un message de mon père. Court. Froid. Brutal. Nous avons bloqué ton numéro et changé les serrures. Tu ne rentres plus ici. Pas de bonjour. Pas d'explication. Pas même un semblant d'émotion. Après tout ce que j'ai fait pour lui, c'était comme si je n'avais jamais existé. Je relis le message plusieurs fois. Peut-être que mes yeux me trompent. Peut-être que c'est une mauvaise blague. Mais non. Tout est bien réel. Mon père, celui que j'ai soigné quand il ne pouvait même plus marcher, m'expulse sans préavis, comme une étrangère. Je l'appelle. Répondeur. Encore. Puis, une voix automatique: ce numéro a été bloqué par votre correspondant. C'est à ce moment-là que tout mon monde s'écroule. J'ai la gorge serrée, mais je refuse de pleurer devant cette porte. Pas ici. Pas maintenant. Alors, je fais quelque chose de très simple. Je compose un message, je l'écris lentement, sans trembler. Parfait. Mais vous avez oublié un détail. Je n'en dis pas plus. Pas besoin. S'ils pensent que je vais mendier leur attention ou supplier, ils ne me connaissent pas. Ils croient avoir tout prévu, tout verrouillé. Mais moi aussi, j'ai mes cartes en main. Je tourne les talons. Une voisine me regarde derrière ses rideaux, l'air gêné. Elle sait. Tout le quartier sait, probablement. Et c'est ça, le pire, l'humiliation publique, cette mise en scène silencieuse où je suis la seule à être jetée hors du cadre. Mais je ne baisse pas les yeux. Je marche droit devant moi. À chaque pas, je ressens moins de colère, et un peu plus de lucidité. Ce n'est pas moi qui ai perdu quelque chose aujourd'hui. C'est eux. Moi, je suis libre. Libre de toute dette. Libre de toute loyauté mal placée. Et ce détail qu'ils ont oublié? Ce sera leur pire erreur. Je crois que pour bien comprendre cette histoire, il faut revenir en arrière. Bien avant ce message. Bien avant Claire. Bien avant les serrures changées. Ma mère est morte quand j'avais 10 ans. D'un cancer foudroyant. Je me souviens de son sourire, même affaibli, et de la promesse que j'ai faite en la regardant une dernière fois: je prendrai soin de papa, je te le promets. Et je l'ai fait. Je l'ai fait même quand ça me détruisait de l'intérieur. Quand mon père a fait son AVC, j'avais tout juste 22 ans. Je venais de signer un contrat dans une boîte de design à Paris, le rêve de toute une vie. J'ai tout annulé. Je suis revenue. Je l'ai aidé à réapprendre à marcher, à parler, à se raser. J'étais là. Matin, midi, nuit. C'était moi. Toujours moi. Et il me le rendait, à sa façon. Froidement. Sans merci. Comme si c'était normal. Comme si c'était un dû. Pas une fois il ne m'a dit merci. Mais je ne faisais pas ça pour qu'il me remercie. Je le faisais parce que c'était mon père. Et parce que je n'avais que lui. Puis un jour, Claire est arrivée. Elle avait ce regard perçant, ce ton sec. Dès la première minute, elle m'a évaluée comme une menace. Je n'étais pas seulement la fille d'un homme qu'elle voulait posséder. J'étais un obstacle. Une femme plus jeune, proche de son territoire. Tout a changé très vite. Elle s'est installée chez nous du jour au lendemain. Mon père, si rigide d'habitude, l'a accueillie comme une reine. Et moi? J'ai été reléguée au second plan. Je n'avais plus mon mot à dire. Elle avait son mot sur tout. Elle me critiquait ouvertement: Élodie ne travaille pas, Élodie est dépendante, Élodie nous freine. Elle oubliait que si je ne travaillais pas,
c'était parce que je passais mes journées à faire tourner la maison. Pour lui. Pour eux. Et mon père? Il écoutait. Il opinait. Il laissait faire. Le pire, c'est qu'il commençait même à répéter ses phrases. C'est à ce moment-là que j'ai compris, je n'étais plus une fille. J'étais un poids. Un meuble inutile. Et tôt ou tard, ils allaient me faire sortir. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je n'étais pas cette fille docile qu'ils pensaient dominer. J'avais une mémoire. J'avais des preuves. Et surtout, j'avais une promesse à tenir. Pas pour eux. Pour maman. Alors quand ils m'ont rayé de leur vie comme on jette un vieux torchon, je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas pleuré. Je me suis souvenu d'un détail. Un détail qu'ils ont complètement oublié, et qui allait tout changer. Ce que j'ai vécu ensuite, je ne l'ai pas vu venir tout de suite. Ce n'est pas un jour précis où tout s'écroule. Non. C'est insidieux. Ça s'installe, petit à petit, jusqu'à ce que vous réalisiez que vous n'avez plus votre place, dans votre propre maison. Tout a commencé par des remarques, au début déguisées. Claire soupirait quand je faisais la cuisine. Elle refaisait systématiquement tout derrière moi. Tu ne sais pas assaisonner. C'est trop fade. Puis elle s'est mise à réorganiser les placards, à ma place. À changer mes affaires de chambre, sans me prévenir. Je retrouvais mes vêtements dans un sac plastique au pied du lit, faute de place dans l'armoire. Je me souviens d'un jour où elle a dit à mon père, alors que j'étais juste à côté. « C'est bien gentil de la voir ici, mais elle a quel âge maintenant ? 30 ans ? Elle compte rester jusqu'à la retraite ? » Il n'a pas répondu. Il n'a même pas croisé mon regard. À partir de ce moment-là, j'ai compris que quelque chose avait basculé. Elle ne me testait plus. Elle me préparait à partir. Et mon père ? Lui, il laissait faire. Pire encore, il commençait à se ranger de son côté. Un jour, il m'a dit : « Tu devrais chercher un petit travail. Juste pour ne pas t'encrouter, tu vois. » Comme si je n'étais pas restée à ses côtés pendant des années. Comme si je n'étais pas celle qu'il avait relevée de son fauteuil quand il n'arrivait plus à aller aux toilettes seul. Il y a eu cette nuit aussi. Je suis rentrée tard après un entretien, j'étais crevée. Et ma clé ne tournait plus. La serrure avait été changée, par mesure de sécurité, disait Claire. Il a fallu que je sonne et attende 15 minutes dehors, dans le froid, pendant qu'il finissait un film. Quand enfin elle m'a ouvert, elle a juste dit : « Tu pourrais prévenir quand tu rentres tard. Ici, c'est pas un hôtel. » Mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est le jour où j'ai compris qu'il fouillait mes affaires. Un matin, en rangeant mon sac, j'ai vu que mes papiers n'étaient plus à leur place. Une enveloppe avait été ouverte, grossièrement recollée. Des documents importants, que je gardais bien cachés. Et là, j'ai compris. Claire cherchait quelque chose. Peut-être une faille. Peut-être une raison de me faire déguerpir légalement. Alors j'ai commencé à me taire. À observer. Et en silence, à me préparer. Parce qu'à ce moment-là, j'ai su que le jour où il me mettrait dehors allait arriver. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'étais déjà prête. Et que le piège qu'ils croyaient me tendre, c'est eux qui allaient y tomber. Ce soir-là, tout a basculé. Je venais de terminer une longue journée de travail. Un remplacement en intérim dans une école maternelle, pas vraiment ce que j'avais rêvé de faire, mais c'était temporaire. En montant les escaliers de l'immeuble, j'ai senti quelque chose de différent. Une drôle d'atmosphère. Un silence presque trop parfait. Et puis, l'absence de lumière à l'intérieur. La maison semblait éteinte, comme vidée de son âme. Je suis arrivée devant la porte. Et là, mon cœur s'est arrêté. 3 sacs poubelles noirs posés devant. Je les reconnais immédiatement. C'est mon sac de sport. Mon vieux manteau. Même ma boîte à bijoux. Tout. Mes affaires. Jetées comme de simples déchets. Je reste plantée là quelques secondes, hébétée. Mon instinct me dit de croire à une erreur. Peut-être un malentendu ? Alors je fouille dans mon sac, je sors mes clés. Je tente la serrure. Elle a été changée.
Je prends une grande inspiration. Je sonne. 1 fois. 2 fois. 3 fois. Personne ne répond. Pourtant, je distingue des ombres derrière le rideau. Ils sont là. Ils m'ignorent. Délibérément. C'est cruel. C'est froid. C'est parfaitement calculé. Mon téléphone vibre dans ma poche. Une notification. Un message. De mon père. Je l'ouvre, la gorge nouée. Nous avons bloqué ton numéro et changé les serrures. Tu ne rentres plus ici. Il n'y avait ni colère, ni explication, ni justification. Juste, cette violence sèche. Cette brutalité administrative. Comme si j'étais un colis qu'on retourne à l'expéditeur. Et là, debout dans le couloir sombre, j'ai senti mes jambes trembler. Ce n'était pas juste un renvoi. C'était une trahison. Un abandon. Un effacement total de ma place dans cette famille. Je n'étais plus la fille. Je n'étais plus rien. J'ai regardé mon téléphone une dernière fois. Et au lieu de pleurer, j'ai écrit. Parfait. Mais vous avez oublié un détail. C'est tout. Pas de cri. Pas de drame. Je me suis redressée. J'ai pris mes sacs. Pas comme une victime. Non. Comme quelqu'un qui part avec la tête haute. Parce qu'au fond de moi, je savais que cette histoire n'était pas terminée. Je descendais les escaliers quand j'ai croisé une voisine. Elle m'a regardée avec gêne, comme si elle avait vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. J'ai soutenu son regard. Droit. Fier. J'avais été humiliée, oui. Mais pas brisée. Ils croyaient que c'était fini. Que j'allais disparaître. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils venaient de faire une erreur. Une énorme erreur. Parce que ce qu'ils avaient oublié, allait tout renverser. Ce soir-là, j'ai dormi sur le canapé de mon amie Nathalie. C'est elle qui m'a accueilli sans poser de questions, juste avec un plaid et une tasse de chocolat chaud. Elle me connaît depuis l'école primaire. Elle m'a regardé avec douceur et m'a simplement dit « Tu n'as pas à m'expliquer. Repose-toi. » Mais comment dormir, quand tout ce qu'on croyait solide s'effondre en une seule soirée? J'avais l'impression d'être une étrangère dans ma propre vie. Le lendemain matin, en me levant, j'étais encore sonnée. Je me suis regardée dans le miroir de sa salle de bain, les traits tirés, les yeux gonflés, mais quelque chose avait changé. Une étincelle. Comme une lucidité nouvelle. Nathalie, toujours discrète mais diablement perspicace, m'a posé la seule question qui comptait. Tu vas te battre ou tu vas les laisser gagner? Et là, quelque chose s'est allumé en moi. Je me suis souvenue d'un moment précis. Quelques années auparavant, lors d'un repas de famille, mon grand-père maternel, le père de ma mère, avait insisté pour me remettre une enveloppe. À l'époque, je n'avais pas compris son insistance. Il m'avait dit, tu garderas ça précieusement. Ce terrain, c'est ton héritage. Ta mère aurait voulu que tu le protèges. Sur le coup, je n'avais pas mesuré l'importance de ces mots. Mais à ce moment-là, chez Nathalie, comme un éclair, tout m'est revenu. Je me suis ruée sur mon sac. Et au fond, bien calée entre des papiers de santé et un vieux chéquier, l'enveloppe y était toujours. Intacte. Oubliée, mais là. Je l'ouvre. À l'intérieur, un acte notarié. Le terrain sur lequel la maison de mon père avait été reconstruite m'appartient. À mon nom. Officiellement. Légalement. J'ai relu 3 fois. J'ai vérifié les dates, les signatures, les tampons. Tout était en règle. Mon grand-père avait anticipé. Il m'avait donné les fondations. Je n'avais juste jamais su à quel point elles étaient solides. Et eux, Jean et Claire, ils n'en savaient rien. Ils pensaient avoir tout verrouillé, tout contrôlé. Mais ils avaient oublié un petit détail. Et ce détail, c'était cette feuille de papier. J'ai levé les yeux vers Nathalie, qui me regardait, curieuse. Je lui ai tendu le document. Elle a lu en silence, puis elle a souri. Je crois qu'il est temps qu'ils se souviennent que tu n'es pas une gamine. Tu es la propriétaire. À cet instant précis, je n'étais plus une fille rejetée.
J'étais une femme debout, avec un titre de propriété dans les mains. Et ce que je comptais en faire, allait leur faire regretter chaque seconde de leur trahison. J'ai à peine eu le temps de poser l'enveloppe sur la table que Nathalie a déjà sorti son ordinateur. Elle connaît un avocat, spécialisé dans les affaires familiales et les successions. Elle l'appelle sur le champ. Une demi-heure plus tard, j'ai un rendez-vous. Je n'ai plus rien à perdre, alors je prends ce rendez-vous comme on prépare une bataille. Le lendemain, je suis assise dans un petit cabinet, face à Maître Dumas, un homme calme, précis, au regard affûté. Je lui explique toute l'histoire, en détail. Il m'écoute, sans m'interrompre, les doigts croisés, attentif à chaque mot. Puis je lui tends le document. Il le lit. Très lentement. Il ne dit rien, mais je vois ses yeux s'élargir juste un peu. Puis il relève la tête, et là, sa voix est claire, ferme. Mademoiselle, ce terrain vous appartient. C'est incontestable. Et ils ont construit dessus, sans votre autorisation écrite ? Je hoche la tête. Il se redresse, ajuste ses lunettes. Alors vous êtes non seulement en droit de les expulser, mais vous pourriez aussi exiger des dommages pour occupation illégale. À ce moment précis, je n'ai pas souri. Pas encore. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de rétablir la vérité. De réaffirmer ma place. Pas avec des cris. Avec des faits. Maître Dumas prépare une sommation. Un courrier officiel. Un pli recommandé. Un coup de poing juridique, propre, net et sans appel. Il me dit qu'un huissier passera personnellement remettre les documents à Jean et Claire. Je n'aurai même pas besoin de leur parler. 2 jours plus tard, à 10 heures précises, l'huissier est devant leur porte. Il frappe, calmement. Claire ouvre, l'air agacé. Elle prend l'enveloppe, sans même lire le nom. Puis elle referme la porte, sèchement. Quelques heures plus tard, les appels commencent. Pas à moi, bien sûr. Je suis toujours bloquée. Mais Nathalie, elle, reçoit 3 appels en moins d'1 heure. Des numéros inconnus. Des messages laissés sur son répondeur. Voix stressée. Voix tendue. C'est Claire. Puis c'est Jean. Mais je ne réponds pas. Je ne réagis pas. Je reste silencieuse. Parce qu'à ce stade, ce n'est plus moi qui suis en danger. C'est eux. Ils commencent à comprendre qu'ils ont fait une erreur monumentale. Une erreur légale, écrite, datée, signée. Une erreur qui pourrait leur coûter leur chez eux. Et plus encore. Mais ce n'est que le début. Le calme avant la tempête. Pendant 3 jours, c'est le silence complet. Ni appel. Ni message. Rien. Un vide tendu, presque irréel. Mais je sais. Je sais qu'ils sont en train de paniquer. Et je sais que ce silence-là, ce n'est pas du mépris. C'est de la peur. Puis, le 4e jour, la digue cède. Je suis assise dans la cuisine de Nathalie, en train de relire les documents avec Maître Dumas, quand mon téléphone vibre. Ce n'est pas un numéro personnel. C'est un cabinet d'avocats. Je décroche, calmement. Mademoiselle Girard ? Ici Maître Bourdon. Je représente votre père et Madame Claire Lefebvre. Nous devons parler de toute urgence. Il semblerait qu'il y ait eu un malentendu concernant la propriété du terrain. Un malentendu. Ils appellent ça un malentendu. J'ai envie de rire, mais je me retiens. Parce que là, tout de suite, je tiens quelque chose. Un aveu. Un aveu de faiblesse. Ils savent. Et ils ont enfin compris. Je prends une inspiration, puis je réponds. Je suis disponible demain matin. En présence de mon avocat. Elle accepte sans discuter. À cet instant, je sens que les rôles ont changé. Je ne suis plus l'enfant rejeté. Je suis la femme qu'ils ont tenté d'effacer, et qui revient avec la loi de son côté. Le lendemain, je me rends au cabinet, accompagnée de Maître Dumas. La salle d'attente est silencieuse. Une tension glaciale flotte dans l'air. Puis Maître Bourdon arrive, l'air nerveux, suivi de prépare, mon père. Il a vieilli. Ou peut-être que c'est moi qui ne le regarde plus pareil.
Il évite mon regard. Il s'assoit. Il ne dit pas un mot. C'est l'avocate qui prend la parole. D'abord polie, puis hésitante. Il semblerait que le terrain ait été transféré à votre nom il y a plusieurs années, mais Monsieur Girard ne s'en souvenait pas. Je reste impassible. Elle continue. La maison a été reconstruite sans vérification complète des droits fonciers. Il s'agit d'une erreur regrettable. Mon avocat pose calmement le dossier devant elle. Toutes les pièces. Les actes. Les preuves. Tout est en ordre. Légalement béton. Et là, enfin, mon père prend la parole. La voix cassée. Élodie, ce n'est pas ce que tu crois. Claire pensait que... Je le coupe. Doucement. Fermement. Ce que je crois n'a plus d'importance. Ce que je sais, en revanche, est parfaitement clair. Il baisse les yeux. Il sait. Il n'a plus d'échappatoire. Il pensait me rayer. Il pensait que j'étais sans défense. Mais ils ont oublié que j'avais été élevée par une femme forte. Ma mère. Et que son héritage n'était pas que dans les papiers, mais aussi dans mon sang-point, et la réunion qui a suivi a duré moins de 20 minutes, mais elle a suffi à retourner toute la situation. Maître Bourdon, visiblement tendu, tentait de sauver les meubles. Elle faisait des phrases longues, embrouillées, en espérant peut-être que je me perde dans les détails juridiques. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais passé les 3 derniers jours à étudier chaque page du dossier avec Maître Dumas. Chaque ligne. Chaque signature. Chaque date. Je n'étais plus la petite fille qui cherchait l'approbation de son père. J'étais la propriétaire du terrain sous leurs pieds. Et quand l'avocate a fini son exposé, mon avocat a simplement posé la question qui change tout. Maître Bourdon, reconnaissez-vous que la maison est bâtie sur une parcelle dont mademoiselle Girard est seule propriétaire légale? Silence. Claire n'était pas là, mais on sentait sa présence dans chaque crispation du visage de Jean. Il ne comprenait même pas vraiment ce qui lui arrivait. Comme s'il venait de découvrir que le château qu'il croyait sien avait été construit sur du sable. Maître Bourdon a fini par répondre, la voix blanche. Oui. En effet. Et là, tout a basculé. Parce que ce « oui », ce simple mot, c'était l'aveu. L'officialisation de leur erreur. Une maison bâtie sur un terrain qui ne leur appartenait pas. Une propriété occupée sans droit. Et maintenant, cette maison pouvait être légalement récupérée par moi. Mon père a tenté une dernière carte. Une tentative pathétique, mais prévisible. Élodie, écoute. Tu n'es pas obligé d'aller jusque-là. On peut trouver un arrangement, non? Tu peux garder le terrain, mais nous laisser vivre là. Comme avant. Comme avant. Ces mots m'ont glacé. Comme avant, comme s'il n'avait jamais changé les serrures. Comme s'il ne m'avait jamais abandonné sans un mot, sans une explication. Comme si on pouvait effacer tout ça d'un revers de main. Je l'ai regardé bien en face. Non, papa. Ce n'est plus comme avant. Et c'est justement pour ça que je ne vous dois plus rien. Il n'a pas répondu. Il s'est affaissé sur sa chaise. Un homme vidé. Pas par la perte d'un bien, mais par la révélation qu'il avait détruit la seule personne qui était encore là pour lui. Maître Bourdon, elle, était déjà en train de prendre des notes. Elle savait que le combat était perdu. Mais elle aussi avait compris une chose, ce n'était pas une histoire d'argent. C'était une histoire de loyauté trahie. Et dans ce genre de bataille, les lois sont les dernières à parler, mais quand elles le font, c'est définitif. Et moi, à cet instant, j'avais enfin la voix. Celle qu'on m'avait toujours refusée. Le lendemain matin, ils m'ont rappelé. Pas par l'intermédiaire de l'avocate cette fois. Non. Directement. Un appel masqué. J'ai hésité. Puis j'ai décroché. La voix de Claire, tranchante comme une lame. Élodie, tu n'as pas besoin de faire tout ça. On peut discuter calmement. Tu crois que c'est ce que ta mère aurait voulu? Oser invoquer ma mère. La femme qu'elle n'a jamais connue, qu'elle n'a jamais respectée. Là, c'en était trop. J'ai raccroché. Net. Dans l'heure qui a suivi,
Maître Bourdon m'a envoyé une proposition de médiation, éviter un scandale familial inutile, disait-il. Traduction ? Ils avaient peur. Peur de perdre la maison. Peur du regard des voisins. Peur des conséquences financières. Mon avocat m'a posé la question. Vous voulez négocier ? Ou on lance la procédure d'expulsion ? Et c'est là que j'ai pris ma décision. Je leur ai laissé un choix. 2 options. Claire, nette, sans haine mais sans appel. 1. Ils partaient d'eux-mêmes, dans un délai de 7 jours, sans discussion, sans bruit, sans humiliation. 2. Je lançais une procédure complète d'expulsion, avec intervention du tribunal, des huissiers, de la presse locale s'il le fallait. Ils ont demandé un délai pour réfléchir. Je leur ai donné 48 heures. Pendant ce temps, j'ai retrouvé une lettre ancienne de ma mère, que j'avais gardée dans un carnet. Elle m'y écrivait. Et Élodie, un jour tu comprendras que la justice ne se crie pas. Elle se construit. Et quand elle arrive, elle n'a pas besoin de frapper fort. Elle frappe juste. Ces mots, aujourd'hui, me résonnaient comme jamais. J'étais là. Au moment exact où cette justice silencieuse s'accomplissait. Quand le délai de réflexion est arrivé à son terme, Maître Bourdon m'a rappelé avec une voix différente. Plus douce. Plus basse. Ils acceptent de partir. Sans condition. Ils veulent juste que vous leur laissiez une semaine pour organiser le départ. J'ai accepté. Non pas pour eux. Mais parce que je voulais que ça se termine dignement. J'avais gagné. Pas besoin d'enfoncer le clou. Le simple fait qu'ils quittent ce lieu, c'était tout ce qu'il me fallait. Et ce jour-là, pour la première fois depuis des années, j'ai respiré. Vraiment respiré. Pas avec le poids de la peur ou du rejet. J'étais respectée. Pas parce que j'avais hurlé. Pas parce que j'avais supplié. Mais parce que j'avais tenu bon. Parce que j'avais osé me lever, et dire non point le 7e jour, je suis retournée devant la maison. Pas par vengeance. Pas pour les voir partir. Mais parce que cette maison, c'était la mienne. Depuis toujours. Et aujourd'hui, elle m'attendait. La rue était étrangement calme. Aucune voiture devant. Aucun signe de vie. Juste un silence, lourd. Pas pesant. Juste suspendu. La porte était entr'ouverte. Je suis entrée. Le salon était vide. Les meubles, les décorations, les rideaux, tout avait disparu. Tout, sauf une odeur. Celle du bois, du vieux cuir, et peut-être un peu de passé. Ils étaient partis. Sans me laisser de mots. Sans même un au revoir. Et bizarrement, ça m'a soulagée. Il n'y avait pas besoin de mots. Pas besoin d'explications. Les actes avaient parlé pour eux. Je suis restée debout quelques minutes au milieu de la pièce nue. Puis j'ai pris une grande inspiration, et j'ai ouvert les fenêtres en grand. Comme pour faire entrer une nouvelle histoire. La mienne. J'ai commencé par nettoyer. Tout. Pièce par pièce. Comme un rituel. J'enlevais la poussière, mais aussi les souvenirs amers. Chaque coup d'éponge était un adieu. Pas à la maison, non. Mais à ce qu'ils avaient essayé d'y détruire. Dans l'ancien bureau de mon père, j'ai retrouvé un tiroir qu'ils avaient oublié de vider. À l'intérieur, une vieille photo de moi enfant, blottie contre ma mère. Elle me tenait si fort, comme si elle savait que ce moment allait devoir durer pour toute une vie. Je me suis assise. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai pleuré. Pas de tristesse. De libération. J'étais chez moi. Vraiment chez moi. Plus personne pour me dire où poser mes affaires. Plus de remarques sur ce que je cuisinais. Plus de peur d'être observée, jugée, rejetée. Je suis allée dans la chambre de mes parents. J'y ai dormi cette nuit-là. Pas pour les remplacer. Mais parce que je voulais me réapproprier chaque mètre carré de cette maison qu'ils m'avaient volée pendant tant d'années. Le lendemain, j'ai acheté des fleurs. Des pivoines, les préférées de maman. Je les ai placées dans la cuisine, sur le rebord de la fenêtre,
là où elle se mettait toujours pour chanter pendant qu'elle préparait à manger. Et j'ai chanté moi aussi. Doucement. Juste pour moi. Ce jour-là, j'ai compris une chose essentielle. On peut tout vous prendre, l'amour d'un parent, un toit, des années de votre vie. Mais ce qu'on ne peut pas vous enlever, c'est la dignité de se relever. Et surtout, la force de reprendre ce qui vous revient. Sans haine. Sans bruit. Mais avec courage. Quelques semaines ont passé. Je n'ai parlé à personne d'eux. Pas à Nathalie, pas aux voisins. J'ai refusé de nourrir les rumeurs. J'avais déjà eu ma réponse. Le silence, cette fois, était une victoire. Puis un matin, j'ai ouvert la boîte aux lettres. Une enveloppe Kraft, sans expéditeur. L'écriture, je la reconnais tout de suite. Tremblante. Un peu maladroite. Celle de mon père. J'ai hésité. J'aurais pu la jeter. Sans l'ouvrir. La brûler, même. Mais je l'ai ouverte. Peut-être pour me prouver que je n'avais plus rien à craindre. Que plus rien ne pouvait me faire basculer. À l'intérieur, une lettre. Courte. Presque bancale. Élodie, je ne cherche pas à me faire pardonner. Je sais que je t'ai perdu. Claire est partie. Elle dit que je l'ai mise en danger en écoutant mes sentiments plutôt que la raison. Mais la vérité, c'est que j'ai eu peur de toi. Peur que tu sois plus forte que moi. Et tu le es. Je voulais juste que tu saches que je t'ai aimé, même si je n'ai jamais su comment te le montrer. Tu ne me dois rien. Mais je te devais au moins ça. Je n'ai pas pleuré. Je n'en ai pas eu besoin. J'ai replié la lettre et je l'ai déposée dans la cheminée. J'ai allumé une allumette. Le papier s'est enflammé doucement, sans éclat. Comme les choses qui ont fini leur histoire. Je ne l'ai jamais rappelé. Parce que parfois, ce n'est pas une conversation qu'il faut. C'est une coupure nette. Une fin. Pas par haine. Par respect de soi. Aujourd'hui, je vis ici, dans cette maison. Elle n'est plus un souvenir douloureux. Elle est devenue mon refuge. J'y ai repeint les murs, changé les rideaux, planté des fleurs. J'y invite des amis. J'y ris. J'y vis. Chaque matin, je passe dans le jardin et j'arrose les pivoines. Elles poussent bien. Plus fortes que jamais. Et parfois, je repense à tout ce qui s'est passé. Pas avec amertume, mais avec fierté. Parce que je sais ce que ça m'a coûté. Et je sais aussi ce que ça m'a apporté. Je ne suis pas devenue une femme amère. Je suis devenue une femme libre. Et ça, c'est le plus bel héritage que ma mère pouvait me laisser. Alors si un jour vous vous sentez effacé, trahi, jeté par ceux qui devraient vous aimer le plus, souvenez-vous de ceci. Il suffit d'un seul détail. Un seul. Pour que tout change. Et que la justice se fasse, en silence.